sortie de secours. On retrouve Eva. Est-ce que tu sens en France, toi qui travailles dans les médias, que nous on observe un genre de retournement quand même, et on sent que les médias qui ont soutenu le gouvernement jusqu'à maintenant, voire sont restés assez neutres, finalement commence à sortir de plus en plus de nouvelles sur le premier cas qui remonterait au mois d'octobre. Est-ce que tu le vois, ce renversement, dans ton quotidien de journaliste? Oui et non, dans le sens, oui, je le vois un peu comme tu dis quand on sort ce type de nouvelles, comme quoi, voilà. Sauf qu'après, on développe pas, c'est-à-dire on se limite à donner la nouvelle, mais par exemple, par exemple, il y a eu des cas dans le Oise au début, non, c'était un des clusters. Voilà. Et on avait dit que probablement ces clusters étaient dérivés du fait que des militaires étaient sortis de la base de l'Oise quand on avait rapatrié les citoyens français qui étaient à Wuhan. Et voilà, mais cette erreur n'est pas mise en avant, c'est-à-dire il y a eu des erreurs. Il y a eu, quand on parle du premier patient italien, qui était le patient numéro 1, on l'a décrété le 21 février, mais ça fait des mois qu'on dit qu'effectivement le virus circule depuis des mois. Pourquoi on sort maintenant en France que le virus sortait en novembre, en décembre? Je veux dire, c'est des nouvelles qu'on savait déjà. Si c'est passé en Italie, bien évidemment, c'était le cas aussi en France. Je veux dire, on vit pas dans des compartiments étanches. C'est ça aussi, c'est que les médias, je vois au début de la crise, même quand j'ai eu l'occasion de faire quelques interventions à la télé, on avait l'impression que même les experts qui avaient été invités, en fait, ne considéraient pas, si tu veux, le facteur temps, mais considéraient les facteurs espace. Je m'explique mieux. Ils disaient, par exemple, en Italie, ça c'est pas ça, il y a tant de victimes, mais ils considéraient pas le fait que cette vague pouvait arriver, c'était juste une question de temps, mais aurait touché de la même manière la France. Et on les voit maintenant, on se retrouve aujourd'hui à avoir dépassé les 20 000 victimes, et c'est exactement ce qui s'est passé il y a peu de temps en Italie, c'est-à-dire on suit la même courbe à peu près, mais même les experts en fait avaient un regard comme si on vivait dans des compartiments étanches. Et ça m'a beaucoup surpris. Je suis pas sûre qu'il y a comment dire, cet appel ou alors c'est très soft, ce fait, comme tu dis, de renversement. Par exemple, j'ai lu cette tribune qui a été publiée par Les Mondes des artistes, etc., qui prônent le gouvernement à faire un autre monde d'après. Mais je demande quelle valeur ça peut avoir quand une tribune de ce genre est signée par des gens qui étaient tout à fait des privilégiés du monde d'avant. Je suis complètement d'accord. On a lu la même tribune et j'ai eu la même réaction. Effectivement, c'est assez simple. Et justement, quel regard tu poses toi sur ce monde d'après et sur tout ce qu'on peut lire, voir, entendre? Comment tu vois les choses? Alors, mais malheureusement, quand je vois, voilà, que quand les choses se mettent en place, je suis pas. Moi, j'aime bien être optimiste, mais malheureusement, là, j'ai pas beaucoup d'occasions pour l'être. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit Michel Houellebecq, c'est-à-dire le monde après, ce sera comme le monde avant, mais un peu pire. Et bon, on pouvait le prévoir de lui, parce qu'il a toujours un peu ses regards un peu cyniques, un peu pessimistes, que j'adore. Hein. Mais finalement, c'est malheureusement un peu ce qu'on voit. Quand on voit qu'en plein crise sanitaire, c'est-à-dire quand les hôpitaux sont pleins, quand les réas sont encore pleines, quand on a un ministre du Travail qui pense juste à dire il faudra travailler plus, il faudra éponger la dette, il faudra donc éliminer arriver à travailler jusqu'à 60 heures, c'est-à-dire quand on met cet élément de l'économie, de la reprise économique en pleine crise sanitaire, c'est-à-dire avant ce qui est le drame, les drames des gens, je me demande qu'est-ce qui sera le monde d'après. Est-ce que c'est pas un prétexte pour avoir encore, pour endurcir encore plus des lois, par exemple sur le travail, qui avaient déjà un statut de travailleur qui avait déjà été pas mal détricoté ces dernières années, mais pas que par ces gouvernements. Hein. Je vais pas jeter la pierre que sur eux, mais c'était un processus qui est commun à la France, qui est commun à l'Italie et qui s'est poursuivi depuis 20 ans. Je te raconte une chose qui fait réfléchir d'ailleurs. Une des scandales
qui sort ces derniers jours en Italie, c'est le fait qu'il y a pas mal d'infirmiers, pas mal donc des gens qui ont géré cette crise vraiment comme les soldats dans les tranchées. Et ben finalement, ils arrivent à fin de contrat parce qu'ils avaient tous des contrats précaires et il y en a énormément qui vont être virés. Donc ils ont fait toute cette période où ils ont mis, je vais dire, en danger leur vie et ils ont sacrifié leur vie familiale, etc. Et ils se retrouvent à la rue, grâce aux lois de travail, grâce à ces réformes qui ont été faites ces dernières années. C'est la loi cynique du marché et c'est comme ça. C'est comme en France, je ne sais pas si vous avez eu ça en Italie, c'est comme en France, les étudiants en fait, qui ont été réquisitionnés et qui étaient payés 50 € la semaine pour se mettre en danger et sauver la vie des autres. Oui, exactement. Des gens qui n'étaient pas du tout prêts à faire ça, formés pour faire ça, et surtout et aussi payés pour faire ça. Parce que il y a un prix aussi quand on prend tant de risques. Il devrait y avoir de récompenses. Mais en fait, voilà, quand je vois que même ces gens-là ne seront pas pris en considération parce que déjà on est en train de les virer. Donc alors qu'on les applaudit tous les soirs à 20h et on les définit héros dans les discours publics. Mais quand on voit après la réalité du traitement, on a le droit de se demander si vraiment ce monde d'après sera meilleur. Après, ce qui peut changer, par contre, et là, je suis assez optimiste, c'est vraiment dans l'esprit, par contre, des gens. Quand on voit ce qu'on a vécu, on a été capable pendant 2 mois de confinement de pas trop consommer, de se retrouver en famille, d'avoir le temps. Le temps, c'est un luxe. Donc, moi, personnellement, j'ai pris énormément de temps, par exemple, pour jouer avec ma fille, pour lire. J'ai raconté à une copine au téléphone, j'ai jamais autant passé de temps à lire sans regarder la montre, c'est-à-dire sans voir si j'avais des choses à faire après, etc. Et le temps, c'est un luxe. Alors que il y a des choses parfois qu'on achète, qui sont franchement pas indispensables. Alors, peut-être que je suis pas la seule à avoir vécu des expériences comme ça et que la mentalité sur le consumérisme, sur ces choses-là peut changer. Effectivement, on se rend compte qu'on a peut-être moins besoin de choses que de ce qu'on pensait, et on a réappris peut-être les valeurs essentielles. Il y a beaucoup de gens qui disent je veux plus de monde comme avant. On s'est rendu compte aussi du côté écologique que des choses ont amélioré, qui sont revenus les oiseaux, les abeilles, tout ça. Il y a des personnes qui définissent ça comme des mièvreries, mais non, ça a une importance extrême. On se rend compte qu'il y a un pouvoir de résilience de la nature et qu'il faut pas grand-chose aussi pour que ça revienne en force. Et donc, je pense que beaucoup de gens tiendront ces leçons. Il faut voir, premièrement, pour combien de temps, parce que voilà, le monde d'avant, c'est quand même conceler des tentations, et donc il faut voir pour combien de temps ils seront capables d'avoir cette mentalité. Quand on voit les McDo qui rouvrent et 3 heures de queue au drive, moi, j'avoue que je suis partagée, je pense comme toi, mais est-ce que finalement c'est pas un discours de privilégié, et est-ce que les gens qui sont capables d'aller faire 3 heures de queue au McDo, c'est pas ces personnes-là qu'on va finalement exploiter pour repartir dans la direction d'avant, en se disant finalement pourquoi changer les choses puisqu'ils sont encore capables d'aller attendre 3 heures pour un burger. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est les personnes, comme tu dis, qui vont. C'est le discours. Déjà, les discours écologistes, c'est un discours de privilégiés. Tout à fait. Parce que on se rappelle le début des mouvements de Gilets jaunes. Je veux dire, ils réclamaient, ils disaient, oui, c'est bien pour les gens de ville de faire des pistes cyclables parce qu'ils ont le travail à 2 minutes, mais nous, on a besoin de la voiture pour aller travailler. Donc, vous nous faites une taxe carbone sur ça, c'est bien beau, mais on a besoin. Effectivement, il y a ces 2 instances. Là, on vit une période où on a 3 instances majeures. On a une crise sanitaire majeure, on a une crise économique, parce qu'il y a énormément de gens. Là, en Italie, je lisais aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de queues devant alors, est-ce que je dis bien le mot? C'est monde de pitié, on dit en français. Tu sais, c'est les endroits où en fait tu vends de l'eau. Les mondes piétés.
Monde de piété, voilà. Ouais, Il y en a encore plein dans les villes italiennes de ces mondes de piété, et il y a des queues pas possibles, un peu comme pour les McDo. Mais là, dans ce cas, c'est pour donner l'argent de famille, l'or des familles, les bijoux de famille, et pouvoir avoir le prêt de 200 euros pour arriver jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est dramatique. Donc, on a ces deux instances-là, et plus l'instance écologique qui n'a jamais cessé. Et c'est vrai que malheureusement, encore énormément de gens voient l'instance écologique comme quelque chose, un discours de privilégiés, des bobos, pour caricaturiser. Oui. Mais il faut vraiment que ceux qui ont plus d'occasions d'être bien renseignés, parce que malheureusement sur certaines couches sociales a un fort impact aussi, et je l'ai vu énormément dans cette période de confinement, les conspirationnismes, c'est-à-dire des théories du complot et des vidéos bidons qui disent tout et n'importe quoi. Alors il faudrait que ceux qui ont l'occasion de mieux se renseigner fassent comprendre à ceux qui n'ont pas cette occasion de voir que ces instances-là, comme l'écologique, n'est pas incompatible avec l'instance économique, et c'est autant important parce que ça va main dans la main. Est-ce qu'on en sera capable? Ça, c'est notre question. Et toi, Eva, pour finir, est-ce que la période qu'on a vécue te fait poser un nouveau regard, et est-ce que tu vas changer des choses dans ta manière de vivre? Alors, mais moi, je me posais déjà la question avant. Moi, ça fait 15 ans que je vis à Paris, et avant, je vivais à Turin, donc c'est deux grandes villes. Et j'ai commencé, et je pense qu'on l'a jamais eu autant envie comme en ces moments, on s'est rendu compte de combien c'est important de vivre d'avoir un espace vert disponible. C'est-à-dire je pense que c'est la chose qui m'a plus manqué dans ces périodes, c'est de dire, finalement, on est plus, en plus, moi, j'ai grandi à la campagne, donc, de dire on a besoin d'un espace de libération, d'un espace pour se défouler, d'un espace vert, de reprendre contact avec la terre, avec la nature. Je me demande même pour ma fille qui a 8 ans et qui a toujours vécu en ville, si c'est pas une bonne chose. Donc je ne sais pas, sûrement j'envisage peut-être d'acheter une petite maison dans la campagne pour pouvoir avoir un réfugié. Juste avant cette crise, j'avais interviewé Pablo Servigne, je sais pas si tu vois qui c'est, voilà, les collapsologues. Et moi, je parle de campagne, en même temps, je suis très attachée à la ville, à son truc, à son cachet culturel, etc. Mais lui, il me disait, oui, mais s'il y a une crise, la campagne reste quand même un abri, reste quand même l'endroit où on peut se mettre à l'abri. Et moi, si tu veux, je l'écoutais avec un peu de scepticisme, en me disant, mais qu'est-ce qui pourrait jamais arriver de si dramatique pour, je veux dire, on est loin d'une guerre, etc. Et en fait, on est en plein dedans. Il avait bien raison, et finalement, je pense qu'il est plus à l'abri que nous en ville. Et donc, oui, ça fait réfléchir à ça. Et sûrement, je prendrais comme expérience, comme leçon, si tu veux, aussi le fait de gérer mieux mon temps. Donc, de perdre pas le temps dans des choses inutiles. Je perdrai sûrement moins de temps sur les réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai vu que ce temps que j'ai passé à faire des choses manuelles, à jouer avec ma fille, ou simplement à regarder ma plante de basilic qui pousse sur les balcons. Et finalement, c'est pas si mal que ça. Paradoxalement, j'ai passé plus de temps sur les écrans avant le confinement que maintenant, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je peux pas vivre confinée et en plus avec la tête sur un ordinateur tout le temps. Et du coup, je me suis dit, il faut que je retrouve des espaces de liberté ailleurs, dans des activités manuelles ou sur des vrais livres, etc. Et finalement, j'ai acquis beaucoup de sérénité. Merci beaucoup, Eva, pour ton temps, et merci d'être venue partager avec nous sur Sortie de Secours. C'était un plaisir. Merci à vous, merci, et bonne chance et à bientôt. Sortie de Secours.